Téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Pacifique, bonsoir. Merci de nous laisser entrer chez vous, de nous laisser nous installer sur votre petit écran. Cet après-midi, nous allons remonter le temps avec un invité, une ancienne gloire du football haïtien qui a marqué les années 70 par ses passes, ses dribbles sur le terrain. Il s'agit de Ernst Jean-Baptiste dit Zenono. Bonsoir, monsieur Jean-Baptiste. Merci de répondre à notre invitation cet après-midi. Bon, et un réel plaisir d'être avec vous dans cette fameuse émission. Je suis très flatté d'être votre invité spécial. Oui. Euh, Bien avant, dites-nous quelle est l'origine de ce nom? Qui vous a donné ce nom, Zenono? Bon, Zenono, et c'est un nom qu'on m'a donné dans un match de football. Parce que mon nom, on me connaît. Mon vrai nom, c'est Ernst Jean-Baptiste. Et tout le monde connaît Nono Jean-Baptiste. Alors, Zenono, c'est un match que je jouerai contre le Brésil, la sélection nationale, une équipe de Rio de Janeiro. Il y avait un fameux Brésilien du nom de Zé Sergio. Et bon, tout le monde allait au stade pour l'applaudir. Alors, Zé Sergio. Et, j'étais à ce moment sur le banc de touche parce que j'étais fracturé. Alors, l'entraîneur m'a demandé pour rentrer au match parce que les Haïtiens réellement ne jouaient pas trop bien. Alors, rentrer dans le match. Et j'ai dû réellement changer le match avec mes gestes techniques et de très belles gestes techniques. Alors, j'ai un petit peu décomplexé l'équipe et l'équipe s'est relâchée. Et puis, bon, j'ai été tellement performant dans ce match et tout le monde après ça dit, bon, le vrai Z, c'était Zenono, c'était pas réellement Z Sergio. Et après ça, tout le monde, c'est Zenono, Zenono, Zenono. C'était réellement en 1900, ça fait longtemps, 1980. Parce qu'on m'a fait chercher pour venir jouer pour Haïti, c'était ça. Eh bien, nous allons encore plus remonter le temps pour aller à votre enfance. Dites-nous comment ça a été. Bon, mon enfance, j'ai grandi dans une famille de missionnaires. Famille de missionnaires. Mon père était pasteur, ma mère professeure. Alors, et à Limby, là encore une fois, bon, grandi dans une famille protestante. Bon, ouais, vous savez, comme les parents haïtiens, réellement, comment on marginalise le football. Le football, c'était un no-no pour moi. Mais je suis tombé amoureux avec le football dès mon plus jeune âge. Parce que Alain B, l'endroit où j'ai grandi, et tout petit, 3, 4, 5 ans, j'admirais quand même les grands joueurs, mes aînés qui jouaient, et j'étais tombé amoureux de ce jeu que peut-être c'est charnellement, et c'était comme un coup de foudre. Et depuis lors, réellement, c'était ma passion. Et vraiment, une passion qui est devenue une profession, à quel moment? Bon, je peux dire que dès mon plus jeune âge, arrivé quand même à Port-au-Prince, j'habitais, alors ma famille habitait le quartier de Bas-Peu-de-Chose, et j'ai été chanceux de tomber sur un entraîneur, un formateur. Je peux dire le plus grand formateur de tous les temps, je peux me permettre le luxe de dire ça, c'est M. Franck Civil. Franck Civil, véritable icône du football au niveau de formation des jeunes. Parce qu'il n'y a pas de meilleur que lui. Je suis tombé sur Franck Civil, très chanceux, et ce type m'a réellement formé pour être l'un des meilleurs joueurs, je peux dire pas seulement d'Haïti, mais du monde, mais pas seulement joueur, mais formateur. Parce que pour Franck Civil, il y avait quand même le Victory, c'est ainsi qu'on appelait l'équipe, le Victory, et c'était pas seulement jouer au football, c'était quand même, sa philosophie était toujours, et le football forme l'homme, et l'homme forme la nation. Alors, quand on a reçu ces sortes d'éducation au niveau d'éducation sportive et éducation au niveau de citoyenneté, et bon, j'étais chanceux de tomber dans la main de M. Franck Civil. Dites-nous, vous avez intégré la sélection nationale en 1975. Avec quel sentiment? Bon, c'est le rêve de tous les gosses de jouer pour la sélection nationale.
Et dès mon plus jeune âge, écoute, on n'avait pas d'autres rêves. Parce que quand on voit les joueurs et comme on adule les joueurs qui jouaient pour la sélection nationale, comme gosse, on voulait jouer pour la sélection. Et comme j'étais pas trop mauvais, et je suis grandi dans cette équipe de Victory, où dans les années 75, réellement, cette équipe, c'était une véritable révolution du foot haïtien. Parce que tout petit, Franck nous a appris, et c'est cette même équipe que tout le monde ensemble a joué pour l'équipe première. Et c'était quand même l'équipe, la plus belle équipe à voir, parce que c'est pas seulement le football, on enchantait les gens. Et il y a des journalistes qui disaient que c'était comme une symphonie. Et on jouerait bien, et puis là, avec quand même, dans ma génération, que jusqu'ici, tous les gens rappellent leurs noms, comme les Malinkov, les Gary Perrin, les Messolo Crispin, les Carrasco, les Gérald Jean, les Bebo Poun, les Guy Allen. C'était quand même tout le public haïtien répétait ce nom parce que c'était quand même une équipe de show business, de démonstration à tous les niveaux, niveau technique, niveau talent, niveau de toutes ces choses. Alors, c'est à cette équipe, alors quand l'équipe jouait, et c'était pas facile en Haïti, on avait pris près de 10 joueurs de l'équipe dans la sélection nationale à cette époque. Et parlez-nous de cette expérience dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 1982. Bon, écoute, on m'avait fait chercher pour venir jouer pour la CONCACAF. Car se déroulait à Tegucigalpa. Je jouais déjà professionnel. Après, réellement, après avoir joué pour l'université aux États-Unis, on m'avait pris. Il y a les choses qu'on appelle draft. Il y avait beaucoup d'équipes qui me voulaient. Et finalement, je suis allé aux Strikers, Fortnite des Strikers. Et puis ensuite, bon, on m'a fait chercher pour jouer pour l'équipe nationale. Encore une fois, et c'est toujours un rêve de gosse de jouer pour une sélection. On va chercher pour venir défendre la couleur nationale. Voilà, c'était une très grande fierté. Et était très motivé parce que le pays qu'on adorait, on parle toujours et on essaie toujours de promouvoir le pays à travers, que c'est au niveau universitaire. Et quand je suis allé jouer à n'importe quel endroit, on me traitait toujours de Haitian Sensation, c'est la sensation haïtienne. Tu vois, je promotais toujours ça. Bon, venez jouer pour la sélection. C'était bon, on était quand même des anciens comme moi, Mano Sanon et Pelao, Coton, Fandi Mathieu. On nous a fait chercher pour retrouver les autres qui étaient en Haïti, qui étaient extrêmement bons. Mais encore une fois, Haïti, avec ses problèmes habituels, l'équipe avait des problèmes pour laisser le pays. Il y avait beaucoup de problèmes de concentration. Arrivé là-bas, et réellement, ce n'était pas trop difficile pour nous, pour la qualification, pour aller en Espagne en 1982 dans la Coupe du Monde. Mais il y avait tellement de problèmes internes. Et c'est dommage, mais quand même, moi, comme j'étais venu pour performer, et bon, j'ai eu un tournoi extraordinaire. J'ai été sélectionné parmi les meilleurs de ce tournoi. Et c'est à ce moment qu'il y a beaucoup de monde entier m'a découvert parce que j'avais quand même une spécialité au niveau de mes corners, kicks, avec les séries du pied, avec mes passes. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs dans le monde qui jouent de cette manière. Il y a peut-être, nous sommes très rares. Beckenbauer de l'Allemagne, Dunga du Brésil, Zenono, il y a Philippe Vob aussi qui a joué, mon aîné avant moi, qui jouait avec l'extérieur du pied. Et j'étais réellement un spécialiste et tout le monde adorait ça. Même les enfants en Honduras, au Mexique, jouaient comme Zenono. Mais c'était difficile, mais quand même c'était un talent. Dites-nous, quel est le plus grand but que vous avez marqué selon vous? Je n'étais pas réellement un buteur. J'étais plutôt un passeur. Un passeur parce que je donnais des caviars à mes coéquipiers. Et mon coéquipier préféré était Mando Sanon parce que lui, on jouait avec un coup d'œil. Parce qu'il était tellement vite et mes passes étaient tellement truquées.
Et puis bon, j'ai donné beaucoup de passes à Mano Sanon. Et je me rappelle au collège aussi, il y a Dominique Vaub qui était quand même comme un Mano Sanon. On a gagné beaucoup de choses à l'université. Et Dominique Vaub était un buteur. Il était quand même... Mais les buts que j'ai marqués étaient quand même... Quand je marque un but, ça devait être un but rare, sorti de l'ordinaire. Parce que je ne marque pas beaucoup. Et je me souviens, au niveau de sélection, on jouait un tournoi au Canada, à Montréal, Pac-Jari. C'était un quadrangulaire. Il y avait le Maroc, il y avait Haïti, le Canada et Sénégal, si je ne m'abuse. Mais on était en finale avec le Canada. Et on rappelle que j'ai marqué un but et avec l'extérieur du pied pendant que tous les défenseurs, il rebroussait chemin pour réellement pour m'empêcher de voir. Alors, un truc extraordinaire. Un truc extraordinaire avec l'extérieur du pied. J'ai trompé tout le monde. Personne ne voyait pas où j'allais. Il tirait ça. Et puis bon, c'était extraordinaire. Mais quand même, si je te dis quelque chose, et le but qui m'a marqué le plus, c'était quand je jouais au football. Et vous savez, en Haïti, il y a longtemps, on jouait le football dans les rues. Et après l'école, dans une école adventiste, je me rappelle ce but jusqu'ici parce que c'était un but extraordinaire avec une sorte d'acrobatie que je ne sais pas mon fort. Mais je me rappelle de ça. Même pas les buts que j'ai marqués comme professionnel, mais quand même un but que j'ai marqué pendant que je jouais dans la rue. Intéressant. Et nous allons remonter le temps en 2006. Vous avez été choisi comme invité spécial du match de gala annuel organisé par la Fédération péruvienne de football. Donc, nous avons appris également que durant l'année 2005, il y avait Diego Maradona qui était le principal invité. Donc, à ce qu'il paraît, c'est une activité de grande envergure. Donc, parlez-nous de cette expérience. Bon, réellement, j'étais très flatté d'être invité à une cérémonie aussi prestigieuse. Et comme vous le voyez, on invite chaque année des grands joueurs. Et on invite des Beckenbauer, des Pelé, Diego Maradona, des Messi. Et j'étais flatté d'être invité à une cérémonie pareille. Mais surtout, très heureux pour le pays, pour Haïti, parce que, vous savez, dans le monde, on ne voit pas Haïti d'un très bon œil. Et surtout même, quand je suis allé, il est vrai que j'avais un ami péruvien, l'un des plus grands joueurs péruviens, c'est Teofilo Cubillas, qui était en 70, deuxième meilleur joueur après Pelé. Mais on a joué ensemble à Fort Lauderdale Strikers et il était toujours fasciné. Il me demande comment tu viens d'Haïti et tu as cette technique, tu as cette vision. C'était toujours un problème pour Teofilo. Et quand il m'a invité, il n'y avait pas réellement trop de gens qui me connaissaient. Mais un Haïtien est arrivé là-bas. Et encore une fois, j'ai fait l'honneur d'Haïti. Parce que ça est très important pour moi, de faire l'honneur d'Haïti. Dire, OK, je suis Haïtien et tout le monde après le match réellement m'a entouré pour me féliciter. C'était très bien. J'étais très flatté de faire partie de ça. Nous allons voir votre chapeau en tant qu'entraîneur. Et nous savons que vous avez un diplôme d'entraîneur NCAA, si on peut dire ça comme ça, au National College American Association. En 1978, vous avez remporté 5 fois la Copa Latina en tant qu'entraîneur et vous êtes considéré comme le coach le plus titré du sud de la Floride dans cette compétition. C'est quelque chose de merveilleux pour un Haïtien quand même, si je peux dire ça comme ça. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont atteint vraiment ce niveau après vous? Pas réellement, mais quand même, écoute, je suis né entraîneur. On ne devient pas entraîneur. Non, je suis né entraîneur. Vous avez dit au début qu'il était chanceux d'avoir comme coach le monsieur qu'on s'appelait Franck Civil. Tellement un grand formateur. Grand formateur. Et moi, écoute, j'ai hérité beaucoup de choses de lui. Alors, j'étais toujours
Et dès mon plus jeune âge, il voyait en moi quand même un leader, un coach. Parce que dès la 4e catégorie, parce que dans le temps, on jouait le 4e catégorie, le 3e catégorie, le 2e catégorie, la 1re catégorie. Dès la 4e catégorie, j'étais toujours le capitaine de l'équipe. Et puis, je me suis permis des fois de discuter tactique avec lui. Alors, grand monsieur discute avec lui, comment vous voyez Naïma, comment vous voyez... Alors, là, encore une fois, cette fameuse équipe dont je vous parlais, l'équipe de Victory, j'étais le capitaine, le plus jeune capitaine, mais toujours on discutait des choses de tactique, de stratégie. Alors, dès mon plus jeune âge, j'étais entraîneur. Et arrivé quand même au collège aux États-Unis, à l'université, même à l'université, l'entraîneur qui était un Angois, il m'a appris après quelques démonstrations et la façon dont je jouerais et tout. Et bon, je l'ai aidé au niveau de coaching. Et alors, bon, je suis toujours quand même les joueurs qui ont des lacunes. Il y avait beaucoup des Américains qui apprenaient le jeu parce qu'ils n'étaient pas réellement trop calés à ce jeu. Mais moi, je me faisais toujours le devoir de suivre quand même mon père spirituel, de les aider toujours à améliorer leur technique. Donc vous avez ça dans le sang depuis bien avant. Oui, c'est dans le sang, c'est dans mon sang. Alors, bon, la Copa Latina, après avoir gagné quand même comme dire, le championnat de l'université aux États-Unis, le championnat national, c'était réellement en 79, il y avait 4 Haïtiens. Pour la première fois, je peux dire, aux États-Unis, 4 Haïtiens ont gagné le championnat national, ça veut dire dans tout le pays, les États-Unis. Bon, je peux citer les noms comme Dominique Vob et Edouard Vob et Aki Sava, de regretter mémoire et des souvenirs inoubliables. Les joueurs, tellement on a accompli des grandes choses. Et même si on était à l'université, mais toujours, on promotait Haïti. Mais arrivé quand même pour l'achat de la Copa Latina, et à un moment où on regardait nos Haïtiens avec réellement... Il y avait trop de discrimination contre les Haïtiens. C'était Haïtiens, ou du moins, ils ont des beaux people, ou du moins, on nous accusait que c'est nous qui ont amené le sida, beaucoup de choses. Alors, quand il y avait ce championnat des nations, c'est comme si c'était une Coupe du Monde qu'on a initiée dans le sud de la Floride. Il y avait l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, la France et tout, et on a formé l'équipe haïtienne. C'était moi qui étais en charge. Et c'est pour la première fois qu'on allait voir Haïti. Alors, c'est la puissance quand même du football. Et tous les Haïtiens réunissent ensemble. Les universitaires, les boat people, et on appelle les jardins people, les Haïtiens qui sont tout le monde, c'est pour réellement venir applaudir. Et nous avons fait le devoir de faire venir des joueurs de partout, d'Haïti, du Canada, tous les Haïtiens qui brillaient et dans différentes villes de la diaspora, Montréal, Boston, Chicago. On fait venir les joueurs et puis on a eu une sélection terrible. Cette sélection, c'est moi qui menais cette sélection. Et on a gagné et les gens étaient fous d'Haïti. Pas seulement les Haïtiens, même les étrangers. Parce que, vous savez, culturellement, quand Haïti joue bien, c'est naturellement qu'il y a des bancs à pied, il y a réellement nos folklore, que les gens adoraient ça. Et nous sommes réellement réputés pour une ambiance hors du commun. Et c'était beau, on a gagné 5 fois le championnat de la Copa Latina. Et bon, c'était pas moi seulement, parce qu'en football, vous savez, c'est la collectivité, il y a beaucoup de gens. Il y avait les entraîneurs avec moi, comme Songe-Pierre, qui entraîne actuellement l'équipe de Gonaïves. Il y avait quand même Monument Constant. Il y avait beaucoup d'anciens joueurs avec moi. Mais on a gagné, Haïti a gagné. C'était réellement extraordinaire. Et les championnats pour la fierté du peuple haïtien. Et quand même pour le message aussi qu'on a dû envoyer aux gens, que nous, Haïti, je mentionne toujours ça, que le football est tellement puissant au niveau du rassemblement et le football peut faire tellement de bien au pays et on a réellement utilisé ça bien. On va voir ça surtout dans la deuxième partie. Le moment est venu de siffler. La première partie est terminée. Mon invité et moi, nous allons rentrer dans les vestiaires afin de nous préparer pour la deuxième partie. Mais tout ça va se jouer sur le terrain de l'émission À Travers.
Bonsoir à vous. Vous suivez la deuxième partie de l'émission À travers. Nous recevons une ancienne gloire du football haïtien. Il s'agit de Ernst Jean-Baptiste, dit Zenono, qui est avec nous. Il nous a parlé au cours de cette première partie de son parcours, de ses expériences en tant que footballeur, entraîneur. Donc maintenant, on va continuer à explorer son parcours. Et c'est parti pour la deuxième partie de l'émission. Nous allons remonter en 2015. Vous avez manifesté votre intention de vous présenter aux élections de la FIFA. Donc, pourquoi ce projet n'a pas abouti? Bon, écoute, c'est dommage, parce que ce serait bien pour le pays. En quel sens? Ce serait très bien pour le pays. Et de toute façon, c'était quand même un rêve. Parce que la beauté de cette vie, c'est de nous permettre de rêver. Et c'est ce que je prêche toujours, surtout aux plus jeunes, des jeunes comme vous. Je vois en vous une grande présentatrice dans les plus grandes chaînes de télévision États-Unis. Et partout, c'est ce que je vois. Vous rêvez grand déjà devant les caméras et je rêve aussi avec vous. Oui, non, mais c'est vrai. Vous êtes fantastique. Et tout, bien, de toute façon, il y avait un problème dans la FIFA. Parce que les dirigeants, comme vous le savez, avaient beaucoup trop de corruption dans la FIFA, trop de corruption. C'est pas sans raison que on avait arrêté beaucoup d'entre eux. Commencé par le président. Bon, c'était réellement une catastrophe, une crise. Et ça réellement, parce que moi, je suis toujours pour la pureté de ce jeu. Parce que j'ai grandi quand même dans une famille de sportifs. Et le sportif, ce que j'ai appris dès mon plus jeune âge, ce que ça veut dire, le sportif, c'est le respect des règles. Le respect des règles. Alors, écoute, c'est pourquoi je vous avais dit que je suis chanceux de grandir avec ces gens. Et même si c'est un adversaire d'un jour pour le football, mais c'est l'ami de toujours. Et bon, il y avait trop de corruption. Il est vrai que j'ai beaucoup d'amis entre eux. Je connaissais parce qu'avec réellement beaucoup de grands projets que j'ai participé, j'ai côtoyé beaucoup d'entre eux. Et je leur ai toujours dit que, écoute, il faut quand même donner au football plus de pureté. Parce qu'il y a trop de choses indécentes qui se faisaient dans le football. Et après quand même après avoir examiné quand même la situation de la FIFA, je me suis dit, pourquoi pas quand même un Haïtien se présenter à la présidence de la FIFA? Parce que Haïti a tellement écrit de très belles pages d'histoire. Surtout pour les jeunes. Alors, et moi, à part le sport, l'histoire, c'est mon autre chose que j'adore. Les choses que les Haïtiens ont accomplies dans le monde. Ok, on va refaire l'histoire encore. On va refaire l'histoire, on va se présenter, mais parce que les critères qu'on demande, surtout des choses que nous pouvons nous présenter comme réellement comme des pas réellement des ayants droit, mais comme quelqu'un qui a quand même un parcours à tous les niveaux. Et pourquoi pas pour Haïti, parce que les bénéfices que Haïti... Oui, les retombées de cette candidature. Oui, ce serait extraordinaire. Et à cette époque, il y avait quand même une petite révolution au niveau des footballeurs. Ce n'était pas seulement moi. Il y avait un Portugais qu'on appelle Luis Figo,
il y avait un Français qu'on appelle David Ginola, il y avait un Trinidadien qu'on appelle David Nakit, et il y avait Zico aussi du Brésil. C'était une évolution, les footballeurs voulaient le part de la chose. Parce que c'est nous qui étions sur le terrain, c'est nous quand même qu'on a l'habitude d'applaudir, c'est nous quand même les acteurs. Et des fois, on nous empêche quand même de venir sur la table pour distribuer le repas. Enfin, mais j'ai discuté ça avec quand même mes plus proches. Et il y a le président de la fédération actuelle. Oui, voilà, j'allais justement dire, est-ce qu'il y avait des problèmes à l'interne? Parce que là, on a compris qu'il fallait obtenir, disons, le soutien de 5 fédérations nationales, donc y compris celui de la Fédération haïtienne de football. Oui, écoutez, et bon, la première personne que j'ai appelée, c'était quand même le président de la fédération. C'est un ami de longue date, de plus de 4 décennies. Un ami de longue date, je l'ai connu très jeune. Quand je jouais au Victory, il était là aussi, très jeune. Et j'ai discuté ça avec lui. Et quand je lui ai approché pour lui dire ça, mais je lui ai offert, je lui ai dit, bon, maintenant, Haïti doit faire quelque chose pour trembler le monde. Haïti doit poser une action. Parce que trop de choses louches se passent dans le football actuellement. Je lui ai dit, puisqu'il est mon aîné, bon, il s'y connaît, il est dans le groupe avec ces gens, c'est tout. Mais non, ce serait bien s'il pourrait se présenter. Moi, je serais après lui pour le promoter pour tout. Il ne voulait pas, pour ces raisons. Et je lui ai dit, bon, quelqu'un doit y aller. Il ne m'a pas répondu. Il m'a fait dire, bon, je vais aller parce que, écoute, quelqu'un doit faire quelque chose. Il m'a dit, bon, ok, si je lui ai dit, est-ce que vous allez me supporter si je vais? Il m'a dit oui. Il y avait avec lui un ancien de mes joueurs qui est actuellement secrétaire général de la fédération, Carlo Massin. Il m'a dit aussi, je l'ai appelé, il lui a dit voici la situation. Voilà, et je vais en campagne, ça pour le pays, pas pour moi, réellement, pas pour moi. Je vais faire autre chose pour le pays. On va faire quelque chose, on va faire. Et ensuite, il m'a dit oui, ok, et ils vont me donner la lettre. Allez. Bon, j'ai formé mon comité. Il y avait beaucoup de gens très respectables, surtout l'ancien Premier ministre Gérard Tortue faisait partie de ce comité. Comme il est tellement branché en Afrique, comme ancien professeur, il connaît beaucoup d'anciens présidents et tout. Pour trouver 5 fédérations, ce ne serait pas un problème. Et bon, j'ai des connexions un peu partout aussi dans le monde, je pouvais trouver 5 fédérations. Mais ma fédération devait me donner une lettre pour y aller. Et puisque c'est un ancien ami, quelqu'un que je connais bien, qui me connaît, je pensais que ce serait facile. Et puis ensuite, bon, et on a commencé quand même la campagne avec mon staff. Et je donne une presse-conférence aux États-Unis. Alors, vous savez, aux États-Unis, on me prend plus au sérieux qu'en Haïti. Parce qu'en Haïti, la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation, parce qu'on ne respecte pas les valeurs de notre pays, malheureusement. Oui, on dit souvent, un prophète n'est jamais honoré dans sa patrie. Disons pas souvent. Nous l'avons fait de souveraineté. Et bon, aux États-Unis, et tous les journalistes qui connaissent bien sûr mon parcours, qu'est-ce que j'ai accompli, bon, ils étaient très excités. Et pour m'aider dans tout, on a eu une très grande conférence. Mais la question qui venait souvent me trouver, et surtout les journalistes étrangers, les Espagnols, les Anglo et tout, est-ce qu'on va vous donner la lettre à votre fédération? Je leur ai dit que, écoute, mais c'est ma fédération. C'est ma fédération. Et le président, bon, on a l'habitude de voir le président avec moi tout le temps à Miami pour organiser des grandes choses. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Mais malheureusement, et c'est dommage pour le pays. Et mon ami, alors je peux dire mon ancien ami, parce que
ne m'a pas donné la lettre. Il m'a raconté beaucoup de choses que je ne vais pas discuter en télévision, mais quand même, c'était dommage. La seule chose que je lui ai dit, pourquoi tu ne m'avais pas dit ça avant? Bien sûr. Je ne pourrais pas, Nono, parce que d'après telle chose, alors je pourrais faire quelque chose d'autre. Mais si, quand même, ma personnalité, mon image, et tout le monde me connaît, le faute d'aller comme ça, et de me laisser tomber ainsi, je peux vous garantir, ce fut un coup très dur pour moi. Coup très dur. Alors, mais c'est la vie. C'est la vie. On est toujours vivant grâce à Dieu et on joue toujours. Oui, certainement. Et comme vous l'avez dit tantôt, vous rêvez toujours, vous rêvez, et parce que c'est ce qui donne sens à la vie en quelque sorte. Et en dernier lieu, on va parler surtout de vos projets à venir. Mais pour l'instant, nous savons que vous avez été directeur général adjoint du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique d'Haïti. Donc, en laissant ce poste, avez-vous eu le sentiment du devoir accompli? Pas réellement. Pas réellement. C'est dommage puisque l'ancien président Michel Martelly, que je connais très bien, mais je dois être franche avec vous, tous les gens que je connais, c'est à travers le football. Le football. Cette connexion, c'est à travers Toutes mes connexions, c'est à travers le football. Chez Martelly, c'est un monsieur qui adore le football. Comme je le compare toujours avec Bob Marley, et de Guettimois, qui est un ancien ami aussi, qui à chaque fois qu'il venait à Miami, il devait jouer avec nous. Ce sont des musiciens qui adorent le football. Et à une époque à Miami, j'étais incontournable au niveau du football. N'importe qui était dans le football, dans le monde, quand il débarque à Miami, on m'appelle. Où est le football? Où est le match? J'avais le football pour tout le monde. Pour les vieux, les vétérans, pour les jeunes, les petits, tout. C'était non, où est le football? Et à chaque fois, Michel venait à Miami, où est-ce qu'on peut jouer? Puis on a toujours un endroit à aller jouer, s'amuser, aller, parce que réellement, bon, pour moi, c'est la chose la plus pure, pour moi. Jouer ensemble, se socialiser, et être un ami. Alors, comme Michel est devenu président, c'est normal que j'étais entraîneur à l'université aux États-Unis. C'est normal que je voulais. Parce que j'aide toujours les Haïtiens. À l'université, je donne beaucoup de bourses à beaucoup d'Haïtiens. Et j'ai aidé, même quand j'étais sélectionneur en Haïti, j'ai aidé beaucoup de jeunes. Ils n'ont pas laissé le pays pour aller quand même gagner leur vie un petit peu mieux. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ce pays. J'aide toujours. Et avec Michel, je me dis, bon, c'est une bonne occasion parce que je sais que Michel adore le football, le sport. Et quand on a eu des conversations avec lui, je sais ses sentiments pour le pays, comment on adore le pays. Et bon, c'est une occasion pour donner beaucoup plus aux jeunes Haïtiens des opportunités. Parce que les Haïtiens sont très bons naturellement dans toutes choses. Comme vous êtes aussi bon dans ce que vous faites actuellement. Dans toutes choses, quand on donne un Haïtien une opportunité pour faire des choses, ça brille à travers le monde. Parce que moi, j'ai parcouru le monde, j'ai vu les Haïtiens au plus haut niveau à toutes les grandes choses. Alors, je voulais, mais malheureusement, arriver au ministère, à chaque fois que j'essaie de discuter des choses, avec quand même, je peux dire, les grands commis, bon, on ne voyait pas les choses de la même façon. Parce que moi, on m'a dit, je vois trop grand. Parce que pour moi, Haïti devait être comme les États-Unis. C'est parce que j'ai vécu beaucoup aux États-Unis, mais comme les États-Unis, avec les jeunes et belles filles, comme vous jouez au football, parce que nous avons des filles super talentueuses, et de les faire bénéficier au niveau de bourses d'études qu'on donne aux États-Unis. En veux-tu, on voit là, au niveau, quand une jeune fille peut jouer au football, 50 à 100 000 $ de bourse d'études, c'est très facile aux États-Unis. Même pour les jeunes aussi. Alors, c'était ma philosophie, ma façon de voir les choses pour améliorer quand même la situation des jeunes en Haïti au niveau du sport. Mais on a eu beaucoup de problèmes.
Mais comme je n'étais pas venu pour réellement avoir des problèmes avec des gens, et il y a eu un monsieur qu'on appelait Abel Nazer. Abel Nazer. À chaque fois que je pense à cette chose, il est venu au ministère comme ministre. Il travaillait pour privé à cette époque. Et j'avais un programme pour amener des jeunes à aller jouer aux États-Unis, au niveau du ministère, à travers un championnat interscolaire, parce que dans tous les pays du monde, quand Haïti a été très bon dans le football, c'est le championnat interscolaire. Oui, oui. Qui nous a donné les produits. Oui, c'est à ce niveau qu'on a eu réellement tous les talents qui a participé partout. Alors, pratiquement, pour une raison ou une autre, jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre, il a eu quelque chose qui ne passait pas bien avec un autre type qui travaille au ministère. Et il a cité mon nom de façon... Moi qui, toute ma vie, essaie d'aider le pays à travers comme joueur, comme entraîneur, comme promoteur là ici, il a mis mon nom de quelque chose que je ne savais pas. Bon, parce que, on m'a dit après, c'est parce que j'étais l'ami de Michel, je connaissais Michel Matéli, pour essayer quand même de salir mon nom dans une chose terrible. Il y a les gens qui disent, mais c'est non Jean-Baptiste quand même. Un Hall of Fame que le monde respecte. Mais il a fait quelque chose de terrible. Alors je me suis dit, alors ma maman qui était tellement fâchée parce qu'elle ne voulait pas que je vienne ici, parce qu'elle m'a dit qu'il y a des chansons qui sont trop terribles dans ce pays. Et bon, j'ai souri parce que, comme je vous ai dit, grandi dans une famille protestante, mon père, comme pasteur, me disait toujours, il faut toujours pardonner à les gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Mais c'était quand même, ça m'a fait beaucoup de mal quand ça arrivait. Mais bon, je n'ai pas eu le temps réellement, Naïma, de faire beaucoup de choses parce que les choses que je voulais faire, ce sont des choses grandioses. Et des fois, on vous tape dans ce pays de faire des choses grandioses pour aider les jeunes et les jeunes haïtiens qui ont beaucoup de talent et que je n'aime pas la façon dont on les traite. Oui, oui. Donc, on comprend bien, mais certainement, nous ne pouvons pas demander en tant qu'ancien joueur qu'il y a et puis le rêve ou gagne, peut-être ou gagne dans la tête toujours. Peut-être qu'il y a une politique sportive qui est capable d'aider, au moins pour une suspendre jouer football, pour jouer. Au moins, nous avons des professionnels vraiment et nous sommes capables de des jeunes qui émergent dans le domaine ça. Et comment ouais, peut-être même si vous attendez, vous peut-être prendre des leçons. C'est vrai, j'en dis, on a de grands rêves, on voulait faire autrement, donc on gagne certainement des obstacles. Mais quand même, ça ne veut dire pour nous pas parler, pour nous pas dire qui ça t'a fait et pour la situation changer. Bon, pour moi, d'être avec vous, écoute, et monsieur, le journaliste sportif, tu m'as dit dans Pacifique et tout partout, que tout le monde te dit que pas de secret dans fait là. Tout le monde connaît tout bagage fait parce qu'on y a et avec le truchement de Tiapa et Sorganamon, parce que ou moi pas dans mon organe plus information sur moi que moi-même. On est Google plus information que moi-même. So tout ça qu'a fait dans quel pays sur terre ça tout le monde connaît qui ça lié. Tout le monde connaît pour Haïti arriver là niveau pour arriver qui ça peut faire, tout le monde connaît. Législation sportive, football régime, comment c'est football interscolaire, comment c'est football interrégional, organiser championnat qui a fait la Cailloua solide. Il a parlé de Mexique comme l'autre équipe, c'est championnat là qui solide qui est bon joueur. Et puis il fait former comité avec réellement des gens parce que ici là on business ici là, il y a des gens qui rentrent dans le football là, ils n'ont pas gagné pour avec football là. Football là il est capable mais il y a tout le monde qui rentre dans le football là mais pas gagné pour avec football là. Et puis certains gens ça yo bon, le d'assommant et monde ça cap vindo que soit carrière non pas de bon, c'est lui-même il va jouer au ballon. Là prenons l'autre bagaille. Là prendre quel soit l'autre métier mais ça cap mener qu'on y a. Vous connaissez nous même haïtiens nous avons problème ça. C'est ça qui mène un monde dans là quand même. C'est musique qui mène dans le bon jazz des choses de ce genre. Nous tous connaissons Naïma, fais confiance. Qui ça pour nous faire pour nous mettre Haïti côté. Et puis bah qui est important. Qui est important.
Naïma, ils n'ont pas fait football. Parce que je voyage à travers le monde. États-Unis connaissent sont champion du monde au niveau féminin, Oui, oui. qui finaliste dans la Coupe Amérique, qui fait toute bagaille. Moi-même, je m'enorgueillis de ça. Parce que moi, parmi les gens qui contribuent à succès, puisque là, je vais chercher les États-Unis, c'était moi-même qui t'a formé les gens, qui t'a montré le football. Quand il y a là, c'est son bagaille. On n'a plus grande industrie au gagner, c'est football là. Au niveau des jeunes, il y a des jeunes qui étaient formés, l'école football, l'académie football, bon, c'était ça. Moi-même, c'est ce que je voulais faire pour mon pays. À chaque fois, Haïti, c'est ça. Et ça me le fait pour le pays. Parce que le pays, c'est Chanel, moi-même. Les pays, les football là. Et nous avons beaucoup plus de potentialité, plus de talent que les États-Unis. Mais ils fait, ils organisent le bien. Ils ont un mot que ils pas lésé avec lui du tout. On mot les organisations. Ils organisent bien, en fait. Mais tout le monde est organisé. Mais ici, là, nous refusons de faire. C'est un goût, mais à l'autre. C'est dit, Naïma fait tel bagage, nous fait tel bagage, nous pas mettre tête ensemble. Et ce n'est pas seulement dans le football, dans toutes choses. Alors là, encore une fois, moi-même, réellement, ça, son bagage qui fait mal en pile. Le moi, ça n'a perdu à cause que nous pas réellement mettre tête ensemble, nous pas organiser bien. Parce que Haïti, moi-même, moi, sans problème, Haïti, tout le monde dit, tout dans mes rêves, Haïti, est un champion du monde. Oui, oui. Donc, en parlant de champion du monde, donc rapidement, nous voulons connaître à vie ou sous compétition ça que nous sommes participé, Gold Cup 2019, nous connaissons, nous sommes arrivés dans demi-finale. C'est bien ça. Donc, comment vous-même vous avez parcours Grenadier nous rapidement? Mon rapidement, je dis que c'est un bagage qui fait un peu de monde fier, surtout pour les jeunes. Quand les jeunes qui pas de ouais Haïti, qu'on a brillé dans le temps. Et quand les jeunes ici, ça m'a marqué dans les jeunes qui gagnent, ça relève, ils ont low self-esteem, ça veut dire estime de soi, on dit j'en baisse en pile. Ils tout connaissent surtout Jean pays à Bijuria, ils doivent penser qu'Haïti pas qu'à accomplir des choses, Haïti pas qu'à faire des choses. Monsieur le dernier fois Haïti était champion en 2007 dans Coupe Caraïbe, nous battons dans la finale, l'un entré ici et ça dit c'est fait pas c'est un bagage extraordinaire. Et moi des jeunes qui m'ont dit j'étais dans la délégation. Ils dit bon ça que non pas bon, ils tellement content. Je dis, pas de connaître Haïti, c'est rien. Je dis ça, pas connaître Haïti, c'est rien. Alors, nous grandissons dans ce sens-là. Parce que nous avons longtemps pas rien vrai. Et dans toute bagaille. Alors, là, encore une fois, moi, je pense que c'est ça qui est arrivé l'autre jour là. Et surtout pour une nouvelle génération qui tout le temps pas adoré ici, Cristiano, Contino, des choses de ce genre. Et puis, nous voyons que Haïti a challenge en pile gros équipe. Que le Costa Rica, le Canada, le Mexique. Il y a challenge. Il est vrai que ce n'était pas le beau football pur, mais quand même, il faut admirer le message, détermination. Où est-ce que tu as goumé mon bagage? Goumé. Et c'est ce que je dis toujours, je presse ça toujours dès mon plus jeune âge. Et c'est ça m'apprend dans le sport. Il y a ce qu'on appelle dans le sport le dépassement de soi. Dépassement de soi. On peut toujours dépasser de soi. Eh bien, c'est ça qui est l'équipe haïtienne. Ils ont dépassé tout ça qui est et là, même si on va il faut passer au cacalél. Alors, monsieur, il doit créer surprise au champion tout avec détermination. C'est ça, il y a un message que le pays n'a pas qu'à périr. Qu'est-ce que ça va faire? Il faut faire avec dépassement de soi, avec toute bagarre pour nous sauver le pays. Et c'est message, ça, monsieur, vous voyez là. Et je pense à partir de message, ça, comme moi dit, football, ça, résultat, ça, il n'est pas qu'à faire sans cob. Sport, comme moi très bon dans bagaille ordinateur ça yo sport sous son bagaille de gros sous tu n'as fait de gros sous à faire l'argent combien comme moun a dans piège joueur yo l'organisation Mexique c'est près de des centaines de millions de dollars ou même moi parti autant de et puis dans la fédération dit chaque fois qu'on cash gagne 200 000 you know ou pas qu'à faire comme ça et dès pour faire bagaille yo naïma j'en pour nous faire yo nous avons un gros problème ici. C'est un nombre qui tue. Nous ne pas respecter l'autre du tout avec respect. Si Naïma sait faire quelque chose, il faut respecter la salle qu'on fait. Et puis c'est lui-même qui pour la salle qu'on fait. Si nous faisons bagarre, je ne suppose faire, Naïma, je répéter encore à qui veut l'entendre. Donc, champion du monde, qu'est-ce au niveau fille, au niveau garçon, oui, il est possible. Des résultats. Merci et c'est sous une très très bonne note que nous finissons l'émission pour après-midi. Merci vraiment de nous avoir gratifié de votre présence.
plaisir mutuel. Et merci à vous et qui avez pris du temps pour regarder cette émission. Et nous avons vraiment remonté le temps avec Ernst Jean-Baptiste Di Zenono. Et nous vous invitons à rester branchés à la télévision Pacifique pour un autre numéro de l'émission À Travers.